Les monnaies matérielles, témoins de l'histoire individuelle et collective, disparaissent. Jusqu'à présent, on touchait de l'argent. Avec les crypto-monnaies et l'euro digitalisé en 2025, on va le regarder. Pour en parler, 3 invités venus de différents horizons. Donatien Gros, historien de l'art et philologue, vient de publier « La mémoire numismatique de l'Empire romain ». L'économiste Christiane Rouche est spécialiste de la numérisation, des nouvelles structures et de la concurrence. Et Fereshteh Forough, parti d'Herat en Afghanistan, forme aujourd'hui depuis les États-Unis des femmes afghanes au code numérique, essentiel pour leur autonomie financière. 3 visions pour un monde meilleur. En Afghanistan, beaucoup de personnes mettent leur argent dans leur oreiller. C'est très courant. Ça veut dire qu'elles se fient à elles-mêmes et à leur façon de contrôler leurs finances, plutôt que de se fier aux institutions financières. Donc tout le monde dit « Oui, tu devrais mettre ton argent dans ton oreiller ». De cette façon, on garde le pouvoir sur ses économies. Ma grand-mère me disait toujours « Qui n'honore pas le pfennig ne vaut pas le thaler ». C'est un vieux proverbe allemand typique de l'esprit économe souabe. Quand j'avais 13 ans, ma grand-mère m'a donné une boîte. Et dans cette boîte, il y avait toute une série de pièces de monnaie qui avaient été collectionnées dans sa famille. Et dans cette boîte, il y avait une pièce de monnaie que je n'ai pas su identifier. Et il se trouvait que c'était celle d'un empereur du IIIe siècle. Et donc de là est venue cette sorte de fascination pour la lecture des monnaies. Cette photographie rassemble une multitude d'informations. D'abord, il y a le billet, ces billets de 1 dollar qui ne valent plus grand-chose et qui ont tendance à disparaître. Et c'est comme si on voyait une sorte d'évolution vers la dématérialisation de notre monde. Les billets, qui sont une dématérialisation par rapport aux pièces, qui sont elles-mêmes une dématérialisation par rapport au troc. Un cheminement vers la dématérialisation, vers le billet, vers le téléphone. Et quand vous regardez, la dématérialisation de la monnaie n'est pas un phénomène nouveau. Après tout, toute monnaie évolue. Au fond, comme disait Nietzsche, l'histoire évolue en spirale. Et quand elle monte en spirale, donc c'est-à-dire en se répétant, en reprenant des schémas. C'est un cheminement qui pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe quand notre monde se dématérialise? Qu'est-ce qui se passe quand notre monde se désymbolise? Qu'est-ce qui se passe quand les monnaies, les billets, qui dans le principe par leur iconographie étaient de créer du commun, au fond perdent leur sens et donc perdent cette capacité à créer du commun? Cette image m'évoque l'avenir de l'argent. Dans cette image, on voit quelqu'un qui tient un dollar et qui tient également un smartphone. Pour moi, ça montre que grâce à de grandes avancées, pas seulement technologiques, mais aussi financières et économiques, l'avenir de l'argent est numérique. Les smartphones ont un grand rôle à jouer pour aider les personnes hors du système bancaire à rejoindre l'économie mondiale. Ce que je constate, c'est qu'on passe petit à petit à des paiements par smartphone, qu'il est aussi utilisé pour payer. Mais je pense que l'argent sera toujours là. L'argent liquide, les billets et les pièces resteront. Enfin, peut-être pas pour les paiements courants, là il y a un vrai recul, mais l'argent liquide a aussi d'autres fonctions, comme la réserve de valeur, et c'est là qu'il continuera d'être présent. Quand on dépend d'une infrastructure comme le téléphone portable, Internet ou l'électricité, cela diminue un peu la sécurité. Mais l'argent liquide que l'on garde chez soi, que l'on peut toucher, a lui un peu plus de valeur. Dans la vie de Vespasien, l'historien latin Suétone raconte une anecdote selon laquelle le fils de Vespasien va voir son père et lui dit... lui démontre l'argent que Vespasien avait retiré, que l'Empire avait retiré d'une taxe sur les urinoirs publics.
Comment peut-on vouloir prendre de l'argent de ce qui est de plus vil? Et à ce moment-là, Vespasien prend une des pièces, la lui fait sentir et lui dit « non olette ». Ça ne sent rien. L'argent n'a pas d'odeur. Si on analyse ce passage, on se rend compte que c'est l'impôt, c'est l'empire, c'est le rapport de l'empereur, du pouvoir à l'objet, et c'est évidemment le fait que l'argent est présent dans toute nos vies. Je suis économiste senior dans le domaine de la numérisation, de l'évolution structurelle et de la concurrence. J'étudie les aspects de la concurrence, notamment par le biais des plateformes, mais aussi la valeur des données. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, si l'on prend par exemple Meta, la nouvelle identité de Facebook, c'est qu'ils veulent créer leur propre monnaie et leur propre métaverse. C'est-à-dire que même eux essayent de créer leur environnement avec leur argent. Il y a donc là un point de jonction avec l'argent. On voit de quelle façon la numérisation contribue à la concurrence des systèmes. Code to Inspire était un projet très personnel, parce que je suis née réfugiée en Iran. Mes parents ont fui la guerre au début des années 80. Beaucoup de réfugiés en Iran avaient bien du mal à accéder à l'éducation et à des ressources financières. C'est personnel aussi, parce que je considère que l'éducation est un droit humain fondamental, élémentaire. Il est important que personne ne soit discriminé dans son accès à l'éducation. Cela me touche beaucoup. Aussi parce que ma mère a appris à coudre et à faire des robes qu'elle vendait pour avoir un revenu qu'elle investissait dans l'éducation des filles. Ce fut une leçon. De grandes choses peuvent naître de mains vides, et cela a fait de moi une entrepreneuse. Quand ma famille et moi avons déménagé en Afghanistan début 2002, j'ai eu bien sûr mon diplôme en sciences du numérique à l'université d'Herat, puis je suis allée en Allemagne, où j'ai eu un master en sciences du numérique. Revenue en Afghanistan, j'y suis devenue professeure à l'université des sciences du numérique. Être étudiante dans des études autant dominées par les hommes, mais aussi être une professeure, ça pose de nombreux défis, comme le manque d'égalité dans l'accès aux ressources Internet dans les laboratoires numériques, ou la participation aux activités sociales, ou encore trouver un endroit où se rencontrer en sécurité. La Banque de France a émis, de sa création en 1800 jusqu'à l'introduction des billets en euros début 2002, un peu plus de 100 types de billets libellés en francs. Leur valeur, entre 5 et 10 000 francs. J'ai de formation la particularité d'avoir à la fois travaillé dans les disciplines littéraires et dans les disciplines historiques, et dans ce qu'on appelle les disciplines philologiques, c'est-à-dire l'étude du texte et l'étude des documents. Travaillant notamment sur la période de l'Empire romain, donc de l'accession au pouvoir d'Auguste en 27 avant notre ère, à la déposition de Romulus Auguste, le dernier empereur à Rome en 476 de notre ère, même si ses frontières sont beaucoup plus poreuses qu'il n'y paraît, eh bien je me suis fasciné pour le monnayage impérial. Et donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre qui s'appelle La mémoire numismatique de l'Empire romain, c'est de lire, tout simplement, d'adopter le réflexe de travailler toutes ces monnaies comme si elles faisaient système. Et quand on fait ça, on a accès à un grand texte, qui est ce texte que l'Empire romain a écrit directement pour lui-même, puisqu'il n'y a pas de médiation, contrairement aux historiens qui pouvaient être les ennemis des personnes sur lesquelles ils écrivaient. Non. Là, c'est le texte lui-même, en direct, du pouvoir. La façon dont l'Empire romain, comme institution, au travers des différents règnes, a cherché à construire par la monnaie son identité. La question est bien sûr de savoir si l'argent liquide continuera d'exister ou non. Quand l'euro numérique sera là, quand on pourra garder de l'argent encore plus sûr à la banque centrale, les banques auront un problème. Comment feront-elles pour récupérer des dépôts ? L'euro numérique, tel qu'il est envisagé actuellement, ce sont des billets de banque qui ne sont pas dans nos porte-monnaies, mais à la Banque centrale. Tel qu'il est prévu, il s'agirait en fait d'un complément. En revanche, si l'argent liquide venait à disparaître entièrement, chaque flux d'argent, chaque flux de paiement serait visible. L'être humain serait transparent et on pourrait le surveiller. En résumé, l'euro numérique est simplement un compte supplémentaire,
directement auprès de la banque centrale. Et cet argent serait encore un chouïa plus sûr que l'argent que l'on détient dans une banque traditionnelle. En Allemagne, pays où l'argent liquide est roi, il n'y a pas de plafond pour son utilisation. Il faut juste présenter une pièce d'identité lorsque la transaction dépasse les 10 000 €. En France, les paiements en cash sont plafonnés à 1 000 €. Quand l'euro a été créé, on s'est beaucoup posé la question, notamment pour les billets, de créer une iconographie commune et de ce qui était commun aux Européennes et aux Européens et aux pays émetteurs de l'euro. Et ça a été très difficile. Autant pour les pièces de monnaie, ça a été relativement simple, chaque pays choisissant les éléments qui manifestaient son identité. Autant pour les billets, ça a été très difficile, on est arrivé à des éléments architecturaux honnêtement assez vagues. Et donc on voit déjà que dans l'idée de communauté, on dit en ce moment beaucoup la disparition de l'objet monétaire va faire en quelque sorte disparaître la mémoire commune. Et donc au fond, on peut se dire disparition de l'objet monétaire, qui d'ailleurs est un sujet sur lequel on peut s'interroger, à quel point il y aura disparition complète de l'objet monétaire, c'est un sujet. Disparition de la mémoire. Je dirais plutôt transformation de la mémoire, transformation des mémoires. Regardez l'Afghanistan et d'autres pays qui doivent endurer des décennies de guerre, des zones de conflit ou des pays avec un gouvernement dictatorial. Les banques peuvent être fermées. On ne vous laissera pas retirer votre argent. Les services sont limités. Mais si vous maîtrisez les crypto-monnaies et les moyens d'épargner, vous pouvez quitter le pays en emportant tout votre argent sans avoir peur. Ce n'est pas seulement la liberté de mouvement, mais aussi la liberté qu'offre une stabilité financière, surtout pour les femmes qui sont toujours les premières victimes des conflits. J'ai cherché comment on pouvait créer un espace qui puisse être sûr et où les filles se sentent à l'aise, mais aussi comment enseigner des savoir-faire techniques qui puissent se traduire en Afghanistan par des opportunités de travail ou de télétravail. Et aussi pour les filles qui voudraient devenir entrepreneuses, créer leur propre compagnie informatique et fournir des services. Une fois posé ça, en novembre 2015, j'ai fondé la première école de codage pour filles en Afghanistan. Jusqu'ici, nous avons formé plus de 350 étudiantes dans nos classes de codage et de graphisme. Selon nos données, 60% de nos diplômés ont trouvé du travail dans leur communauté. Avec la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans en août dernier, beaucoup de choses ont changé pour tous les Afghans, bien sûr. Mais ça a eu un impact direct sur les droits des femmes en matière d'éducation, de santé, de liberté de mouvement et d'opportunités professionnelles, et accru les violences contre les femmes. Dans les pays où la monnaie est faible et où l'on veut payer quelque chose en contournant le système autocratique ou dictatorial, on s'est toujours volontiers rabattu sur des solutions de repli. Cela pouvait être de l'or ou bien l'investissement dans l'immobilier. L'immobilier pour conserver la valeur si jamais la monnaie était fortement inflationniste, et le placement dans l'or ou d'autres actifs pour échanger sans qu'on puisse être suivi. Et cette crypto-monnaie, cette monnaie numérique, facilite naturellement beaucoup le transfert d'argent en esquivant les organismes de l'État. Avec le travail que nous faisons, nous poussons directement les filles à prendre le pouvoir sur leur vie à travers l'éducation, le travail et l'indépendance financière. C'est un grand pas en avant. De mon point de vue, c'est un facteur essentiel, ce mouvement numérique. Cette liberté numérique et cet accès à l'économie mondialisée, surtout à une époque où les filles n'ont pas le droit de quitter la maison, ou alors seulement avec un accompagnateur masculin. En ce moment, nous avons 20 diplômées et étudiantes qui, en octobre dernier, travaillaient avec des clients hors Afghanistan. Elles sont payées et rapportent de l'argent. Elles apportent vraiment de l'argent à leur famille. Elles sont les seules à gagner le pain de la famille. Là où le salaire moyen en Afghanistan est de 150 $, certaines de nos filles gagnent 2 ou 3 fois plus que le salaire moyen, ou que les hommes de la famille.
Vous comprenez bien que dès qu'une femme commence à gagner de l'argent et à le rapporter à la famille, son rôle devient différent. La famille considère la fille comme étant une source potentielle de revenus. C'est important qu'elle puisse avoir une liberté financière à une époque où il n'y a guère d'occasion pour elle. Là, la fille a voix au chapitre dans la famille. Elle peut prendre des décisions. En Afghanistan, c'est l'explosion du Bitcoin. En 2021, il a atteint le 20e rang sur 154 pays. Un an auparavant, il ne figurait même pas au classement mondial, tant l'usage des cryptos y était dérisoire. Cela a bien sûr des aspects positifs au sein des autocraties. Mais cela a aussi des côtés négatifs. Par exemple, dans le cas des activités illégales. Si de plus en plus de flux de paiement ont lieu sous forme numérique, via des comptes bancaires, ou peut-être aussi via l'euro numérique, ou des intermédiaires de paiement comme PayPal, il y a davantage de traces de ces transactions. Et c'est bien sûr contre-productif pour les activités illégales. Pour la société, c'est peut-être bien, mais du point de vue de ceux qui mènent des activités illégales, c'est évidemment négatif. Les crypto-monnaies qui sont codées et qui existent parallèlement aux structures étatiques normales deviennent alors un mécanisme d'évitement. En d'autres termes, plus on fait pression sur l'argent liquide en fixant des plafonds, plus les transactions se font sous forme numérique et plus les gens vont chercher des solutions de repli. Et ces crypto-monnaies sont une possibilité. La monnaie est le privilège, l'un des privilèges de l'État, avec l'exercice de la puissance militaire. Et la question du contrôle de la monnaie aujourd'hui est de plus en plus importante, notamment alors qu'on voit surgir, comme des champignons, toute une série de crypto-monnaies qui sont en fait des séparations du privilège de l'État, des éléments auto-organisés qui correspondent d'ailleurs à une des grandes discussions aujourd'hui sur l'anarchie. Au fond, l'anarchie, on n'a plus besoin de l'État comme structure, on vit sa vie et on s'organise, on s'auto-organise. Donc évidemment, il y a un grand sujet pour les États souverains, c'est comment réussir à garder le contrôle de ce qui est leur privilège et de ce dont, par ailleurs, ils sont les garants. Puisque ça marche des deux côtés. À la fois, c'est leur privilège, mais en même temps, ils garantissent la monnaie. Même si, depuis la fin de l'État Long War, c'est plus compliqué. En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire comment les États peuvent-ils garder ce contrôle. Et évidemment, la numérisation de la monnaie par les États eux-mêmes est un moyen de continuer ce chemin, plutôt que de laisser la question de la transaction, la question du commerce, dont je rappelle qu'elle est étymologiquement la question de la relation, séparée de tout enjeu de communauté. Chez Sotheby's en 2002, elle a été adjugée pour 7,5 millions de dollars, alors qu'elle n'en valait que 20 lors de sa création en 1933 aux États-Unis. La pièce d'or Double Eagle avait été tirée à 400 000 exemplaires, mais elle ne fut jamais mise en circulation. L'infime quantité qui reste est illégale. Pour combattre la Grande Dépression, le président Franklin Roosevelt avait interdit dès son arrivée au pouvoir tout paiement en or aux particuliers. Le magot fut déposé à la Fed. Les Double Eagle ont presque tous été fondus. Il n'y en a plus désormais qu'une quinzaine d'exemplaires. En ce moment, nous sommes en plein dans la transformation numérique, ce qui rend les choses encore plus passionnantes. Les possibilités de paiement et les personnes avec lesquelles on fait du commerce se trouvent enrichies par les possibilités numériques. Nous avons aussi des concurrents comme la Chine, où de nouveaux systèmes de paiement voient le jour, et où on s'éloigne beaucoup plus de l'argent liquide que chez nous. Et ce que nous n'aurions jamais imaginé jusqu'à récemment, c'est que nous sommes actuellement dans un contexte d'inflation. Cela veut dire que le danger que l'on a vu dans l'euro numérique, à savoir une possible baisse de l'activité économique par la thésaurisation de l'argent, n'est plus du tout le même dans un contexte d'inflation. Car si vous avez de l'argent qui traîne chez vous et que vous le stockez quelque part, il perd de sa valeur. Alors, soit l'inflation augmente, soit on achète quelque chose avec.
Mais il se peut aussi que tout le monde investisse dans les cryptos. En ce moment, il y a des cryptos qui ont fortement chuté après une série de scandales. Il est donc probable que beaucoup de gens soient en train de chercher quoi acheter pour préserver la valeur de l'argent quand il y a 8% d'inflation. Et cela va être intéressant de savoir si ce sont des crypto-monnaies ou d'autres biens. Il y a beaucoup de défis, même dans la façon dont nous nous adaptons aux crypto-monnaies et dont nous les utilisons. Il y a d'abord le manque d'éducation, ensuite le manque d'infrastructures. Il y a encore un grand nombre de défis à relever pour changer ces crypto-monnaies. Il y a peu d'endroits fiables à Herat et dans d'autres villes où l'on puisse aller changer ces cryptos. Et puis, c'est un gros handicap pour les personnes qui vivent dans des zones reculées. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures et il n'y a pas d'écosystème durable. Il n'y a pas trop de commerçants, disons des pharmacies, des lieux d'éducation, des services qui acceptent les cryptos en paiement afin de les faire circuler dans l'économie. À mon avis, ça représente un autre frein pour les gens qui, au lieu de les changer tout de suite, pourraient garder leurs cryptos et s'en servir pour faire des courses. Longtemps, on a collectionné les monnaies parce qu'on pensait que les monnaies, c'était nous. C'était notre civilisation, c'était aussi des civilisations du lointain, mais c'était quelque chose qui était présent. Et ça a participé, les collections de monnaie romaines notamment, les collections de monnaie française dans notre pays, à une logique de construction d'identité. Aujourd'hui, on a un privilège qui est que les monnaies ne sont plus nous. Mais on peut accepter le fait que l'identité est une chose qu'on s'invente, qu'on redéfinit. On aime bien, dans la façon dont nous lisons l'histoire, trouver des fins et trouver des origines. C'est oublier que les origines sont toujours assignées et les fins aussi. C'est compliqué quand on parle de tirer des leçons de l'histoire. On dit, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Non. Ce qui est intéressant, quand on veut tirer des leçons de l'histoire, c'est pas d'identifier deux moments et de les mettre en parallèle, c'est d'étudier les oscillations. Donc la numismatique est passée d'une science d'une identité définie à un domaine d'exploration de l'image. Et ça, il y a de quoi faire. La population afghane est très jeune. Beaucoup de ces jeunes grandissent en utilisant un smartphone, la technologie, les réseaux sociaux notamment. On voit qu'il existe beaucoup de plateformes d'enseignement en ligne, que ce soit par des applications sur smartphone ou sur un site internet. Ça montre que la jeune génération d'Afghans est très demandeuse d'éducation. C'est ce qu'ils veulent. L'enseignement en ligne a un gros potentiel pour permettre aux gens d'accéder à l'éducation. Ils peuvent convertir cet apprentissage en opportunités de travail pour eux. Les crypto-monnaies peuvent jouer un grand rôle parce que grâce à elles, on peut se connecter à de multiples opportunités en dehors de l'Afghanistan. C'est un outil qui permet de travailler discrètement, d'être payé discrètement, d'en garder trace et de se connecter à l'économie mondialisée. Il y a eu récemment une étude en Allemagne qui a examiné le comportement des jeunes adultes et des adolescents. Les jeunes n'ont pratiquement grandi qu'avec des crises. Nous avons eu celle de l'éclatement de la bulle Internet en 2001, la crise financière en 2007-2008, peut-être encore en 2009, puis la crise de l'euro, le Brexit, la crise de la Crimée, et maintenant la crise ukrainienne et la crise du Covid. La question est de savoir comment cela agit sur les jeunes. L'une de leurs possibilités est justement d'investir davantage dans des placements à risque, comme les cryptos. Ce qui est bien sûr problématique si le Bitcoin passe de 69 000 à 19 000 $ en peu de temps.
Évidemment, les cryptos et les NFT qui arrivent maintenant sont des choses très intéressantes. Pour les jeunes qui viennent de s'initier, c'est tout nouveau. Tout ça est tout nouveau pour eux. Et ils ont beaucoup moins de réticence à se lancer. Et ceux qui ont toujours acheté des actions, de l'or, de l'argent ou je ne sais quoi, ont peut-être déjà tiré leur épingle du jeu et ça ne les intéresse quasiment pas. Ça veut dire qu'il y a aussi une certaine limite d'âge. Les vieux ou les plus âgés s'en tiennent à ce qu'ils connaissent déjà. Le plus important, c'est comment nous pouvons rendre ces outils et ces ressources accessibles à tous. C'est un tel luxe. On peut avoir Internet, on peut bien avoir des ordinateurs dans chaque maison. Les gens luttent pour trouver à manger. Ne vous demandez pas s'ils peuvent investir dans l'éducation via la technologie et les ressources d'Internet. Si on pouvait permettre à chacun, à chaque fille, chaque femme de chaque maison d'accéder à ces ressources, faire en sorte que ça dure, ce serait un mouvement formidable pour l'enseignement en ligne, pour l'impact de la technologie, pour l'autonomie des filles et des femmes dans les pays où elles sont opprimées, où elles n'ont pas accès aux ressources. Comme professeur, je vois mes étudiants qui se posent des questions, qui vivent dans un monde où les images sont en permanence présentes. Il suffit de prendre son téléphone. Qui lisent en permanence, on lit plus maintenant que jamais. Mais ce monde d'images est devenu en quelque sorte dématériel. Ce qui d'ailleurs réclame et les invite à des expériences de plus en plus intenses. Eh bien, la monnaie, c'est une réalité physique. C'est une réalité physique qui leur donne un accès direct au monde du passé. Un accès intangible, un accès, c'est présent, c'est là. Donc au fond, pour toutes les questions que se posent les jeunes générations, que ce soit la question de la vérité, que ce soit la question du rapport à la matière, que ce soit la question du rapport au monde, que ce soit la question de l'image, que ce soit la question du rapport physique à ce qui nous entoure, eh bien, on peut trouver dans les monnaies des petites portes qui nous emmènent dans un grand ailleurs. 2032, tout le monde s'est mis aux maths. Plus les monnaies sont cryptées, plus c'est excitant de devenir faux monnayeur. Square ID, c'est fini pour aujourd'hui. Matériel ou virtuel, touche pas au Grisby.